Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour le lancement de cette 6e promotion d'Expertes à la Une, un programme qui tient à cœur au groupe TF1 et à la direction de l'information, puisque c'est la 6e année que nous continuons ce programme. Le groupe TF1 a fait de la parité un enjeu majeur et nous en avons besoin aujourd'hui dans ce monde instable et fragile. Les droits d'aujourd'hui ne seront peut-être plus ceux de demain, donc il est utile de continuer et de ne rien lâcher. Alors ce programme, il n'aurait pas existé sans un homme. Donc on célèbre ce soir les femmes, mais c'est bien aussi de célébrer les hommes. Vous savez, ceux, comme dirait la chanteuse Marguerite, les oubliés de l'histoire. Et cet homme, c'est Thierry Tuillier, le patron de l'information, qui a fait ce pari avec moi il y a 5 ans, 2021, pour que ce programme existe. Donc je vous demande d'applaudir Thierry Tuillier, directeur général adjoint de l'information du groupe TF1. Merci Christelle. Merci Christelle. Alors Thierry, pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous dire pour quelles raisons nous continuons finalement? On aurait pu se dire, au bout de 5 ans, on arrête ce programme. C'est un programme qui est pérenne. Cette année, nous aurons 20 experts. Pourquoi c'est important de poursuivre? Pour plein de raisons. Parce que je pense que quand on l'a lancé il y a 5 ans, on savait que le chemin était assez difficile. Pour vous situer les choses, on était à 30% d'experts dans nos journaux. Un peu moins, je pense, encore côté LCI. Et donc, on s'est dit, c'est pas possible parce que, comme je l'ai déjà dit les années précédentes, notre vocation, c'est s'adresser à tous les publics. Hommes, femmes, de toutes conditions, de toute origine. Je suis ravi de voir que les experts, la nouvelle promo, vient d'un peu partout de la France. C'est très important pour nous, c'est pas parisien. Et donc, très bien, on a progressé, on est quasiment à 50%. On est à 50% sur les journaux. On est encore un peu en retard sur LCI. Je salue ceux qui viennent de LCI. Encore un effort, mesdames, messieurs. Mais pour autant, je pense que si on ne le fait pas, on reculera. C'est vraiment nécessaire que tous les ans, tous les jours, tous les mois, et tu partages avec moi le comité directeur chaque semaine, on évoque cette question. Et on sait bien que c'est fragile parce qu'il reste encore des réflexes anciens de dire, bon, on va trouver un expert, parce qu'on l'a vu, que c'est facile et qu'il suffit de l'appeler pour qu'il vienne. Alors que pour une femme, ça reste encore parfois une décision à prendre de lutter contre, j'allais dire, sa propre réserve. J'appelle ça l'auto-estime. Il n'y a pas la même auto-estime chez une femme que chez un homme. Et donc ce travail-là, il faut le continuer, l'accentuer. Toujours. Et donc, on n'est pas au bout de la route, loin de là, à mon avis. Est-ce que tu as vu évoluer les écrans? Alors là, je parle de tous les médias depuis 5 ans sur la parité. Est-ce que ça se voit? Oui, je pense. Alors, je viens de parler de LCI en disant qu'il y avait du travail. Mais honnêtement, sur LCI, et ce, malgré des thématiques pas faciles, parce que je ne vous cache pas que, par exemple, lorsque la guerre en Ukraine a commencé, on a eu beaucoup d'experts masculins, notamment dans les industries de défense, parce qu'il y a une majorité. Alors on a essayé de trouver d'hommes, on a essayé de trouver des femmes, donc on a réussi quand même à rééquilibrer, et on a des nouveaux visages qui sont apparus. Je pense qu'aujourd'hui, on en parlait avec une ancienne de la promo qui disait qui revient et qui est beaucoup sur nos antennes, et je m'en réjouis. Je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a un palier qui a été franchi, et c'est tant mieux. Mais encore une fois, ça ne règle pas tous les problèmes et tout ce qui était à l'origine des freins. Et donc, il faut que, encore une fois, qu'on amplifie. Et c'est pour ça que je suis très content que ce soit 20 expertes, qu'il y ait un programme. C'est un projet qui ne concerne pas seulement quelques personnes au sein de la société, au sein du groupe TF1. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Et c'est pour ça que nos présentateurs sont engagés. J'en vois quelques-uns ici, que ce soit sur LCI ou TF1. On tient vraiment à ce que cette promotion et ces promotions servent à quelque chose. Et qu'au fond, finalement, quand on représente la société française, quand on regarde TF1 ou LCI, on se dit, voilà, on est vraiment au cœur de la société française avec toute sa diversité, toute sa richesse. Parce que quand on s'adresse qu'à une partie de la population française, on est moins riche. Et ce n'est pas seulement la parité homme-femme, c'est tout ce qui concerne les origines des territoires, sociales, les conditions. Et c'est très important que TF1 incarne ça. Donc c'est pour ça que je renouvelle d'abord mes remerciements à ton endroit, parce que je sais que tu te bagarres avec moi pour continuer cette formidable
aventure. Et merci aux anciennes et merci aux nouvelles de tenter le pari. Et merci aussi aux rédacs d'apporter leur soutien. Merci beaucoup Thierry. Alors tu parlais des anciennes et nous avons voulu, à l'occasion de ce lancement, célébrer aussi les anciennes expertes qui sont parmi nous ce soir, certaines pas toutes, parce qu'on en a accompagné 75, donc certaines sont là et on voudrait leur rendre hommage. Donc elles sont de la promo 1, de la promo 2, de la promo 3, de la promo 4 et de la promo 5. Mesdames, venez avec moi sur scène. Et alors, ces expertes, elles ont aussi des parrains et des marraines de nos rédactions. C'est pour ça que c'est important aussi, comme Thierry le disait, de l'engagement de nos journalistes. Et nous avons aujourd'hui avec nous aussi un parrain et une marraine qui vont pouvoir témoigner avec 2 expertes des anciennes promos de leur expérience, parce que ces parrains et ces marraines qui sont des présentateurs, merci d'être avec nous, Marie-Aline et Jean-Baptiste. Ces présentateurs et ces journalistes, ils vont les accompagner durant tout le programme, toute l'année, et ils vont leur permettre de venir passer une journée, une demi-journée en immersion avec nous dans nos rédactions pour comprendre comment on fabrique nos journaux, pour comprendre comment on fabrique un JT, comment on fabrique un plateau, comment on cherche des invités. Donc je vais demander à Marie-Aline et Marion Ménage, qui étaient de la première promo, je vais vous demander de prendre un petit micro, un petit retour d'expérience. Donc Marion, vous êtes avocate pénaliste au barreau de Pontoise. Marie-Aline, donc présentatrice, journaliste sur LCI. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience que vous avez vécue il y a maintenant 5 ans ? 5 ans. Moi, je suis, bonsoir, très impressionnée. Je n'ai pas l'habitude de parler en public. Donc, c'est Maître Marion Ménage qui va me coacher et me montrer ce que je dois dire devant vous. Bonsoir à tous. Alors moi, je suis vraiment un pur produit des expertes. J'avais jamais mis un pied en plateau. J'avais jamais approché une télé à part que dans mon canapé avant de démarrer le programme. J'y ai tout appris. Le coaching, le média training, l'inspiration qu'est Marie-Aline. Je suis venue visiter TF1. On ne s'est pas limité à ça parce que le coup de foudre amical qui a été le nôtre a fait qu'on a été un poil au-delà et qu'on a fait, nous, un vie ma vie. C'est-à-dire que je suis venue passer 2 jours à TF1, mais elle est venue passer 2 jours en cour d'assises avec moi. Donc, invitez vos parrains marraines à venir partager votre quotidien aussi, c'est important. Et aujourd'hui, je sais dire oui, je sais oser. Et quand un journaliste m'appelle, j'y vais. Bravo, Marion. Au-delà du sourire et de l'humour, moi je suis un peu émue ce soir et je voulais vous remercier, le groupe TF1, d'avoir mis Maître Ménage sur ma route. Ce qui était assez déstabilisant, c'est de se dire qu'une avocate qui a la vie d'être humain, de femme et d'homme entre ses mains au tribunal, était plus stressée à l'idée de passer à la télévision plutôt que de plaider. Maître Marion Ménage, elle représente toutes ces femmes, toutes ces expertes qui sont des diamants qui s'ignorent et qui ont besoin de prendre la lumière pour prendre conscience de leurs valeurs. Merci à vous deux. Alors, on a un autre duo, plus récent celui-ci, Aurélie Vito et Jean-Baptiste Boursier, donc la promo 5, donc un nouveau duo. Toi, c'était la première fois que tu étais parrain pour cette promo. Alors, Jean-Baptiste, quand même, qui est journaliste présentateur sur LCI de la matinale, qui là, à cette heure-là, devrait être au lit, mais qui est venu, parce qu'il va se lever très très tôt, je tiens à le préciser, et qui remplace aussi Gilles Boulot dans le journal télévisé de 20h. Donc, est-ce que vous pouvez tous les deux nous partager votre expérience pour ce duo ? Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci du coup à TF1 pour cette expérience quand même qui nous plonge dans des environnements qu'on connaît au départ pas du tout pour la plupart d'entre nous. Donc c'est en effet du coaching, des rencontres. Je pense que c'est ce qui marque une année riche, des très belles rencontres avec des profils très différents et des sessions d'immersion dans des métiers qu'on découvre avec beaucoup de bienveillance. C'est aussi un des termes que je retiendrai de cette année. On nous a accompagnés, on nous a fait confiance et pour ça c'est une très belle expérience. C'est un sentiment que je partage et en fait pour nous aussi c'est un apprentissage. Pour nous aussi c'est extrêmement riche.
C'était génial de passer du temps avec Aurélie. J'apprécie le fait qu'il y ait eu un Vie ma vie. Donc comme Aurélie part s'installer à Washington, c'est OK. Voilà. Je viens quand tu veux passer quelques temps avec toi à Washington et je trouve ce programme génial. L'année dernière, tu m'as demandé pour la première fois d'être parrain, de participer. J'étais hyper flatté, pour dire les choses, très heureux. Et je suis à nouveau très heureux, flatté d'être là cette année. Vous êtes indispensable par essence et nous par fonctionnement au journalisme et à la quête de sens. Et il y a deux mots qui éclairent souvent l'information chez TF1. Un premier mot, c'est ensemble. Je pense que ce soir illustre parfaitement ce mot-là. Et puis ensuite, c'est essayer d'éclairer, et vous nous aidez à éclairer l'actualité. Nous sommes juste des traits d'union, des ponts, et c'est vous qui savez. Donc merci, merci, merci. Et Jean-Baptiste, tu récidives, puisque tu seras encore parrain cette année. Yes. Donc on peut les applaudir également. Merci beaucoup. Vous allez rester encore quelques minutes avec moi parce que c'est important de mesurer, de voir quels sont aussi les impacts de ces programmes. Et donc, on a envoyé un questionnaire à nos différentes promos et la plupart des expertes ont répondu. Et donc, à 94%, ces expertes se sont dit satisfaites de ce programme. 95% affirment avoir gagné en confiance grâce aux différentes sessions de coaching. Est-ce que tous ces chiffres sont vrais ? L'impact sur la visibilité mérite aussi d'être souligné puisque 84% des experts ont effectué au moins un passage en télé et, dernier chiffre, 26% d'entre elles ont effectué plus de 15 passages en télé. Et d'ailleurs, je crois que Marion Ménage représente bien cette catégorie-là. Moi, j'ai l'impression, Marion, de la voir, mais partout. Chez Marie-Aline, chez nos concurrents, je ne citerai pas les noms parce qu'elles n'ont aucune exclusivité pour venir chez nous, sachez-le, elles sont libres d'aller, et plus moi je les vois à la concurrence, et plus je me dis, waouh, bravo. Bravo mesdames, merci beaucoup, merci pour vos témoignages. Je vous propose de retourner à vos places, et merci beaucoup, et bonne nuit Jean-Baptiste. Alors, il y a une femme également que je voudrais remercier ce soir parce qu'elle nous accompagne depuis maintenant 3 ans sur ce programme. Elle se déplace à chaque fois pour venir nous voir et ce soir, elle n'a pas pu venir avec nous, mais elle a voulu nous délivrer un message en vidéo. Comme elle a un agenda de ministre, elle m'a dit « Je ne peux pas venir ce soir, je vous propose de l'écouter ». Mesdames, Messieurs, chers experts, chers partenaires, qui a le droit de parler ? Qui a le droit d'être écouté? Et surtout, qui décide de ce qui compte comme une parole d'expertise? Ces questions, elles sont au cœur de notre démocratie. Et ce sont elles qui ont fait naître, il y a 5 ans, une initiative ambitieuse. Faire entrer davantage de femmes expertes dans le débat public, sur les plateaux, dans les rédactions, à la une de nos journaux. 5 ans plus tard, Expertes à la une n'est plus seulement un programme, c'est une dynamique, un réseau, une transformation culturelle. Alors ce soir, nous ne célébrons pas seulement un anniversaire. Nous célébrons 5 années à faire bouger les lignes, à ouvrir des portes, à faire entendre des voix qui existaient déjà, mais que l'on n'écoutait pas assez. Et je veux saluer celles et ceux qui rendent cette initiative et cette transformation possible, et en particulier remercier TF1 pour son engagement et son rôle moteur dans cette démarche essentielle. Vous êtes partis d'un constat clair. Les femmes sont partout où se construit l'excellence. La recherche, l'économie, l'industrie, le droit, la santé, la défense, la technologie. Oui, elles innovent, dirigent, analysent, transforment, et pourtant leurs paroles restaient minoritaires dans l'espace médiatique. Non par manque de compétences, mais par manque de visibilité, par habitude, par inertie. Car l'inégalité aujourd'hui ne porte pas toujours un visage brutal. Elle agit plus subtilement, elle se cache dans des réflexes, dans les carnets d'adresses et les fichiers contacts qui se transmettent sans vraiment se renouveler, dans ces plateaux où l'on invite naturellement ceux que l'on connaît déjà. L'inégalité aujourd'hui ne ferme pas toujours la porte, parfois elle oublie simplement de l'ouvrir. Expertes à la une a choisi d'agir concrètement, identifier, former, accompagner, mettre en lumière et surtout affirmer une conviction simple, les femmes ne sont pas là pour témoigner, elles sont là pour analyser, décrypter, éclairer. Faire émerger de nouvelles voix de femmes, ce n'est pas seulement ajouter des visages, c'est changer la manière dont notre société pense, débat et décide. Cela suppose donc d'aller chercher les talents là où on ne les cherche pas toujours. Dans les universités, dans les laboratoires de recherche, dans les start-up, dans les services hospitaliers,
dans les cabinets d'ingénierie, dans les territoires ruraux comme dans les quartiers populaires. C'est construire des passerelles entre l'expertise et le grand public, le savoir et l'expression médiatique, la compétence et la visibilité. Car prendre la parole dans les médias, dans un débat, cela s'apprend. Cela demande de la préparation, de l'entraînement, de la confiance. Et c'est précisément ce que vous construisez, la confiance des voix. Votre choix de marraine cette année en est une magnifique illustration. Axelle Saint-Cyrel incarne cette exigence. Artiste lyrique, engagée, elle sait ce que signifie trouver sa voix, au sens propre comme au sens figuré. Et elle nous rappelle une chose essentielle, une voix n'est pas seulement un son, c'est une présence, une affirmation, une puissance. Dans l'opéra, comme dans le débat public, la voix doit être assumée, portée, projetée. Alors, pour les 5 prochaines années, notre responsabilité est claire. D'abord, pérenniser cette dynamique. La parité ne doit pas être un objectif ponctuel ou un standard éditorial, mais un indicateur de vitalité démocratique. Ensuite, structurer davantage les réseaux de mentorat. Une experte confirmée peut accompagner une nouvelle venue, partager les codes, transmettre les réflexes, aider à transformer le savoir en parole publique. Et enfin, mesurer nos progrès, compter, évaluer, ajuster, parce que ce qui est mesuré peut progresser. Rien n'est jamais acquis. Nous voyons aujourd'hui avec quelle brutalité et quelle rapidité les droits humains, et singulièrement ceux des femmes, sont remis en question. Les droits avancent par détermination. Alors, continuons à ouvrir les carnets d'adresses, continuons à élargir les réseaux, continuons à tendre le micro et à tendre l'oreille, pour que demain, la diversité des voix ne soit plus un objectif, mais bien une évidence. Très belle soirée et merci à vous. Merci pour ce témoignage d'Aurore Berger. Et elle parlait des voix, il ne faut pas que je me prenne les pieds dans le tapis, parce que alors là, ça serait la cata si je tombe. Amplifier les voix des femmes, c'est ce que nous nous efforçons de faire à travers notre programme. Mais parfois, on a besoin de conseils. Vous le voyez, la ministre, je pense qu'elle est entraînée. La personne qui va arriver me dira si effectivement elle a bénéficié de média training, de coaching pour tenir un discours tel qu'elle le tient aujourd'hui. Et donc, nous avons besoin d'aide, de conseils. Et il y a une femme que vous connaissez certainement qui accompagne les jeunes chanteurs, les jeunes chanteuses pour poser leur voix, pour trouver aussi leur voix. Elle les accompagne et vous la connaissez certainement parce qu'elle est professeure à la Star Academy. Et donc, je vous demande d'applaudir Madame Sophia Morgavi. Bonsoir. Sophia, qui n'est pas que prof à la Starac, qui est quand même comédienne, chanteuse. Tout à fait, c'est ça. Et autrice aussi. Et autrice. Et maintenant, oui, chantons. Et maintenant, chantons. Eh bien, chantez maintenant. Eh bien, chantez maintenant aux éditions de l'Observatoire, si vous voulez après acheter son bouquin. Voilà, pour la promo. Alors, poser sa voix à la ministre, elle est comment, Sophia ? Elle est pas mal. C'est perfectible, mais bon, c'est mon avis, mais c'est pas mal. Ça commence bien. Non mais voilà. Bon, après, je suis quand même connue pour être franche. Après le discours solennel, un peu de. Vous allez nous mettre l'ambiance dans la salle, je crois. Écoutez, je ne sais pas si je suis là pour ambiancer, mais en tout cas, ce que je voudrais vous dire, chère Queen, chère femme d'exception, je suis très honorée de prendre la parole devant vous. Et très honorée de vous accompagner, non pas pour faire de vous des expertes, vous l'êtes déjà, mais pour faire entendre votre expertise avec votre voix. Je vais avoir la chance de vous former et de vous apprendre à tenir les rênes de votre voix. Pas à la fabriquer, mais à la placer sur le souffle, naturellement, à vous faire découvrir des espaces résonantiels pour varier. Voilà, moi je suis plutôt connue pour parler comme ça avec mes élèves et on entend tout de suite que ma voix monte dans l'aigu et c'est jamais fabriqué. C'est parce que lorsque je m'adresse à mes élèves, eh bien ma voix fait entendre une émotion, l'émotion affective, très maternelle avec mes jeunes élèves. Lorsque j'ai des choses à raconter, un projet à faire découvrir, je vais être beaucoup plus ancrée, prendre mon temps. Je parlais tout à l'heure avec une dame qui me disait, lorsqu'on a 3 minutes pour prendre la parole, je vais très très vite pour dire un maximum de choses. Eh ben, c'est une erreur. Je vous apprendrai à prendre le temps. Il vaut mieux peu, mais bien.
Et ce que j'aimerais vous faire découvrir aussi, c'est comment gérer les émotions. La voix nous fait entendre notre état émotionnel. La voix raconte notre histoire, notre éducation, nos désirs, nos rêves, nos frustrations. Tout ça, c'est inconscient. Et lorsque nous stimulons l'empathie du public, c'est parce que justement le public va pouvoir s'identifier. Or, si je me mets à vous parler comme ça, avec une voix qui tremble, je vais plutôt vous mettre mal à l'aise. Et vous n'allez pas entendre ce que j'ai à vous dire. Pourtant, c'est intelligent, je vous assure ce que j'essaye de vous dire. Donc, je vais vous aider à contrôler la voix, à utiliser des résonances plus graves. Pourquoi ? Parce que, lorsque nous sommes stressés, nous montons naturellement dans l'aigu. Les cordes vocales, ce sont 2 muscles, et lorsque nous sommes stressés, nous sécrétons des hormones de stress, cortisol, adrénaline, et donc l'enjeu, c'est d'apprendre à respirer. Vous savez, quand quelqu'un va mal, on dit « respire ». Calme-toi, respire. La respiration va réguler les hormones négatives et on va pouvoir à nouveau prendre son temps. Voilà ce que je vais vous apprendre. Et j'aimerais faire un petit exercice avec vous, si vous voulez bien, parce qu'il y a la voix, mais il y a aussi l'esprit. Je te racontais la dernière fois que lors du premier Prime, à la Star Academy, je n'avais jamais fait ça. J'étais comme à la maison. On m'a dit, mais c'est pas possible. Tu as déjà fait ce genre d'exercice ? Pas du tout. Bon, je suis comédienne. J'ai ici ce soir mon collectif de comédiennes où on se retrouve entre femmes pour travailler face caméra. Bon, oui, j'ai quand même travaillé, mais il y a aussi le mental. Je me suis préparée, j'ai visualisé toute la scène. Je me suis visualisée la veille. Le matin, en prenant mon café, mon trajet dans le taxi, le moment où j'allais rencontrer Nikos. Je dis, mais ce gars, je le connais par cœur, je l'ai déjà vu dans mon esprit. J'ai déjà perçu l'ambiance du public parce que je l'ai vécu comme une athlète. Et c'est comme ça qu'on doit se préparer. Je suis d'accord, il y a la voix, instrument invisible et vivant, qu'il faut apprendre à contrôler, mais il y a aussi l'esprit, le mental, qu'il faut apprendre aussi à gérer. Pour s'amuser là tout de suite et découvrir vos potentiels, vos voix, messieurs, vous pouvez aussi participer pour cet exercice. Alors, j'ai entendu tout à l'heure la chanson, donc c'est une impro, la chanson de Marguerite. Moi, je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je suis beaucoup plus tranquille quand il y a des filles dans la teuf. Vous la connaissez ? Bon, je vais déjà voir comme ça sur spontanément ce que vous êtes capable de faire et après je vous donne des tips, d'accord ? Donc on va partir tranquillement. Moi je préfère les filles, allez-y. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je suis beaucoup plus tranquille quand il y a des filles dans la teuf. On le refait, allez-y. Super. Et maintenant vous allez me faire waouh, génial, j'adore ça. Allez-y. Waouh, génial, j'adore ça. Encore une fois. Waouh, génial, j'adore ça. Et maintenant, on chante avec cette énergie, allez-y. Moi, je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille, les femmes dans la teuf. Bah voilà. Très bien, bravo. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a engagé le corps, on a engagé les muscles qui libèrent l'air sur les cordes vocales. Donc on a mis de l'énergie positive, on met de la joie. Énergie, c'est pas un mot ésotérique, hein, c'est de la chimie corporelle, encore une fois. Donc si on a tout de suite préparé son esprit, son corps avec une petite phrase, un petit rituel, je suis génial. Ce que je fais, c'est formidable. Je suis sûre de moi. J'ai bien travaillé. Je connais mon discours. Là, on a des images, des pensées positives. Et au moment de prendre la parole en public, on est chargé. On se charge. OK ? Allez, j'ai le droit à un dernier exercice ? Un dernier, un petit. Allez.
Parce que j'ai bien vu, on n'est pas encore au point, donc on a du boulot. Ça, j'ai bien compris. Allez, un dernier exercice, Sophia. Dernier. Allez, on va juste faire connaissance avec les chemins résonantiels de la voix. Je vais vous dire ramasser, ramener, rapporter. Allez-y, reprenez. Ramasser, ramener, rapporter. Ramasser, ramener, rapporter. C'est bon ça. Ramasser, ramener, rapporter. C'est bon ça. Qu'est-ce que c'est un rôti? Qu'est-ce que c'est un rôti? Très bien. Voilà, là on a fait circuler la voix dans la poitrine, une voix mixte légère et la voix de tête. Bye bye les queens, à bientôt. Merci Sophia. Merci Sophia pour cette petite improvisation. Donc Sophia, que les experts de la Promo 6 auront la chance de retrouver. Donc, vous pouvez vous entraîner sur la chanson parce que je pense qu'elle vous fera chanter de nouveau, Sophia. Merci beaucoup, Sophia, pour ces exercices et ces conseils sur la voix. Maintenant, je vais accueillir 3 personnes pour échanger sur une table ronde. Donc, je vais accueillir Grégory Philippe, qui est rédacteur en chef de l'actualité internationale sur LCI. Fabienne Arata, qui est directrice générale de LinkedIn, et Lucille Quillet, qui est autrice et également conférencière, Lucille, et qui a également écrit un livre, Les Méritantes, comment le monde du travail trahit les femmes. Alors, on va échanger avec des pluralités, évidemment, de points de vue, mais c'est l'objet dans un débat. Thierry le disait tout à l'heure, Grégory, sur LCI, c'est vrai que nous ne sommes pas encore à la parité, même si nous le sommes maintenant depuis 3 ans sur... J'ai bien pris la remarque du directeur, j'ai noté. Tu as noté, mais je suis là pour appuyer. Donc j'en remets une petite couche. Et donc, même si on a atteint la parité sur TF1 dans les journaux télévisés, que ce soit sur les plateaux ou dans les reportages, c'est vrai que sur LCI, on a plus de mal à atteindre cette parité. Après, c'est vrai que sur LCI, ce sont des émissions de débat, des plateaux, et vous invitez, je crois, à peu près une 50aine d'invités chaque jour. Donc, comment vous arrivez à faire venir plus d'experts sur vos plateaux, même si tu as un service, toi, qui est aussi avec beaucoup d'expertes maison pour le coup. Peut-être un mot d'abord sur le service et puis après on parlera des invités si tu veux bien. J'ai la chance de diriger le service international de LCI qui à 70% est féminin. Quand je suis arrivé ici, je les connaissais à l'antenne et j'ai découvert Solène Rioux, Claire Cambier, Gwendoline de Bono, Hélène Bonnet, Marianne Kotonoff, Magali Barthez, je ne veux pas en oublier, je pense que je les ai à peu près toutes. Et toutes sont devenues, à cause de la guerre en Ukraine, des expertes du terrain ukrainien. La guerre a éclaté il y a 4 ans. Beaucoup étaient des jeunes journalistes qui n'avaient pas fait de conflit. Elles se sont retrouvées, après le 24 février 2022, en Ukraine, avec des missions régulières, parfois dangereuses évidemment. Et elles sont devenues, au fil de ces 4 ans, des expertes de ce conflit et des expertes du grand reportage. Charline Hurel, qui est maintenant à TF1, a fait, je crois, 15 missions en Ukraine. À chaque fois, vous partez 20 jours, vous allez sur le front, etc. Claire Cambier en a fait une 12aine. Pareil pour Solène Rioux, dont le travail a été salué au prix Bayeux du grand reportage. Donc, je suis arrivé dans un service où ces jeunes femmes, pour la plupart, étaient véritablement des expertes de l'Ukraine, des expertes du traitement journalistique de ce conflit. Et donc, à ce titre, elles sont très présentes à l'antenne et on s'en félicite évidemment chaque jour d'avoir des jeunes femmes aussi compétentes sur un dossier qui évidemment nous intéresse beaucoup. J'ajoute Magali Barthez, qui elle est une éditorialiste internationale et qui, depuis une dizaine d'années à LCI, couvre tous les sujets, des États-Unis à l'Ukraine, à la Chine, à l'économie, à l'Europe. Elle est très calée sur les questions européennes. Donc dans mon service, on a la chance d'avoir des expertes très qualifiées sur tous ces sujets. Maintenant, il y a le sujet des invités que tu as soulevé. Une 50aine d'invités par jour, à peu près, pour nourrir l'antenne d'LCI toute la journée. Comment est-ce qu'on les fait venir ? C'est important, je pense, de raconter un peu les coulisses. Il y a une cellule invitée qui est dirigée par Fanny Mailleux, qui a une équipe autour d'elle, et qui, chaque jour, va chercher les meilleurs invités sur tel ou tel sujet, les meilleurs experts, les meilleures expertes,
Et c'est leur travail, avec les rédacteurs en chef, de dire, je ne sais pas, par exemple, cet après-midi, on va monter sur le scandale Epstein et les conséquences pour la monarchie britannique. Qui peut-on appeler ? Et elles ont évidemment un panel d'invités possibles qu'on sollicite et à qui on dit, est-ce que vous voulez venir nous donner votre expertise sur tel sujet pendant 1 heure, pendant 2 heures, en matinale, en soirée, etc. Donc ça, c'est le travail de la cellule invitée qui va caster et organiser la venue de ces 50 personnes qui viennent chaque jour sur l'antenne de LCI décrypter des sujets qui sont parfois complexes, géopolitiques, militaires, économiques, politiques, etc. Alors, on reviendra sur LCI, mais Fabienne Arata, vous qui êtes donc la DG de LinkedIn, partenaire aussi avec nous sur cette opération, et les experts auront droit aussi à des masterclass avec vous, avec LinkedIn. Est-ce que les expertes aujourd'hui doivent aussi être présentes sur les réseaux, et notamment sur LinkedIn, pour créer aussi un réseau, pour être beaucoup plus visibles ? Absolument. Alors déjà, avant de commencer, si vous me le permettez, Christelle, moi j'aimerais toutes vous féliciter parce que j'ai entendu vos présentations de parcours et d'expertise tout à l'heure lorsqu'on attendait, et j'ai été juste profondément impressionnée par tout ce que vous faites et avez fait. Donc un léger syndrome de l'imposture sur lequel on pourra revenir, que je partage à votre égard tout de suite en introduction. Oui, absolument. Non seulement elles doivent prendre la parole sur un média comme LinkedIn, sur le réseau professionnel, puisque notre propos est de partager de l'expertise, partager des points de vue, partager des convictions également, et contribuer au débat public, professionnel, mais surtout, et c'est probablement aujourd'hui l'un des freins, on y reviendra possiblement sur les freins, construire leur réseau. La ministre évoquait tout à l'heure le carnet d'adresses. On est exactement sur ce sujet-là. Ce qu'on observe avec les données LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, les femmes ont un réseau 30% inférieur à celui des hommes. Et en plus, elles le sollicitent 30% de moins. Donc, une audience plus restreinte. Et lorsqu'il s'agit de demander de l'aide, d'aller au-devant, de s'ouvrir et de constituer son carnet d'adresses et sa visibilité, elle ne sollicite pas ce réseau autant que les hommes le font. Est-ce qu'elle poste plus que les hommes ? Elle poste encore moins. En revanche, la très bonne nouvelle, ce qu'on observe depuis maintenant un peu plus de 2 ans, c'est une croissance régulière de leurs postes et un taux de croissance supérieur à celui des hommes qui stagne un petit peu. Voilà, on va rattraper, on va combler l'écart petit à petit. Elles y passent plus de temps, vous croyez, sur leur poste ? Alors, là, je vais sortir ça de résonne dans la salle, hein, oui. J'ai l'impression. Hein. Je vais sortir de la donnée factuelle et je vais vous partager mon intuition. Oui, probablement. Et à chaque fois que je discute avec des femmes, à chaque fois, c'est « j'ai pas le temps ». Et pourquoi t'as pas le temps ? Parce que je vais relire, je vais pas commenter dans l'immédiateté comme peuvent le faire les hommes dans un taxi, sur leur iPhone, rapidement. Alors on va parler travail. Lucille Quillet, vous êtes une experte des questions du travail, du genre et de société. Pour vous, l'égalité dans le monde du travail notamment, vous dites, n'est qu'illusion. Alors est-ce qu'on est aussi en retard que ça dans le monde du travail, encore aujourd'hui ? Sur le papier, l'égalité est là. On a les mêmes droits, on peut faire les mêmes études, on peut avoir officiellement les mêmes opportunités. Le fait est qu'on incite beaucoup aujourd'hui les femmes à oser, à prendre la place, et c'est très bien parce qu'il le faut. Les femmes doutent énormément d'elles-mêmes, leur éducation les y pousse, donc c'est très bien de combattre ces biais-là. Pour autant, il faut aussi interroger le monde du travail. Et moi, c'est vrai que je me dis, aujourd'hui, pour réussir, il ne suffit pas d'être experte, il ne suffit pas de très bien travailler, il faut aussi être très disponible, répondre à une culture du présentéisme, toujours faire passer sa carrière avant tout. Pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'elles ont encore 72% des tâches domestiques et parentales sur le dos. Moi, quand j'ai écrit le livre, il y a une statistique qui m'a beaucoup surprise. C'est qu'il y a moins d'un père sur 2 qui passe 1 heure seul dans la semaine avec son enfant. En moyenne, c'est 12 heures pour les femmes
et en moyenne pour les hommes 4 heures. Mais c'est moins d'un père sur 2. Les femmes vont 3 fois plus amener et chercher leurs enfants à l'école que les pères. Donc ça, il y a la question de la disponibilité, évidemment, qui pêche du coup pour les femmes. Après, il y a aussi le fait de savoir se mettre en avant, ce que j'appelle un peu le syndrome du champion. Pour réussir, il faut savoir réseauter, il faut savoir faire son autopromotion, notamment sur LinkedIn, il faut savoir négocier son salaire, donc il faut avoir à nouveau du temps et confiance en soi. C'est compliqué pour les femmes plus que pour les hommes. Pourquoi ? Parce qu'on a grandi dans une forme de perfectionnisme où c'était prétentieux de se mettre en avant et de poser soi-même la couronne sur la tête, pour le dire un peu simplement. Et surtout, il faut vraiment être dans un modèle de modestie. C'est les autres qui vont déterminer notre valeur. C'est pas à nous de dire qu'on mérite d'être payé plus et de se mettre en avant. Ça fait vraiment très prétentieux. Donc là-dessus, il y a évidemment un problème. Globalement, on se sent toujours illégitime. On se sent toujours un peu impostrice. Et je pense qu'au moment de prendre la parole aussi sur un plateau, notamment, c'est pas qu'une question de disponibilité, de se dire « Allez, j'ose, j'y vais, je suis sur le plateau ». C'est aussi se dire de quoi je vais avoir l'air. Et les femmes savent aussi qu'il y a un risque à prendre la parole. Il y a le risque de ne pas être bien considérée et être bien entendue. On nous coupe la parole plus souvent, on nous explique des choses qu'on vient d'expliquer. Ça s'appelle le mansplaining. Ne me demandez pas pourquoi il y a man devant, je pense qu'on le sait tous. Et surtout, d'être perçue comme plus émotionnelle, ou si on parle très fort, très vite, comme excitée, hystérique. On juge beaucoup plus durement les femmes. Donc en fait, les femmes, elles ont aussi un peu une charge d'exemplarité quand elles prennent la parole qui les alourdit, de se dire là, je me mets sous la lumière, il faut vraiment pas que j'ai l'air bête. Je veux vraiment pas échouer, je veux vraiment pas avoir honte, il faut que je sois béton sur ce que je dis. Et du coup, ce niveau de perfectionnisme est complètement paralysant. Donc ça va évidemment aussi les freiner dans le monde du travail, parce que malheureusement, le monde du travail n'est pas méritocratique. Il suffit pas de bien travailler, il faut aussi le faire savoir, être très disponible, plaire à son chef. C'est beaucoup plus facile quand on est un homme parce que c'est tout l'effet boys club. Plus on monte dans les organigrammes, plus les hommes sont présents, plus les hommes se soutiennent, se cooptent. C'est aussi des effets de réseau, c'est aussi des effets de disponibilité. Qui a le temps d'aller à l'afterwork en fin de journée réseauter ? C'est beaucoup plus les hommes, puisque ils vont 3 fois moins chercher leurs enfants à l'école, par exemple. C'est vraiment voilà. Alors, c'est en train de changer quand même dans les grandes entreprises. Nous, on a un COMEX, j'ose le dire, mais qui est complètement paritaire aujourd'hui. Donc, les femmes, elles franchissent ce plafond de verre quand même dans les grandes entreprises, je pense. Grégory, je voudrais que tu réagisses par rapport à ce que disait Lucile. Est-ce que tu sens cette crainte chez les invités que vous appelez ? Est-ce qu'elles disent plus facilement non, parce alors souvent le week-end, vous me dites, c'est vrai, on a plus de mal parce que le week-end, on le voit, les chiffres parfois repartent à la baisse. On a plus de mal à trouver des femmes le week-end. Elles nous disent non. Alors est-ce que vous le sentez, vous, sur LCI ? Et ce, malgré une politique volontariste, enfin, que tu Bien animes quasiment, je crois, chaque mois, avec des baromètres, des bilans. Et je sais que la cellule invitée fait tout, évidemment, pour obtenir des bons chiffres, notamment sur la parité des invités. Mais j'ai échangé avec Fanny, qui dirige cette cellule invitée. J'ai dit, mais comment ça se fait que parfois, effectivement, le week-end, on regarde un plateau, il y a 3 hommes, 1 femme, on ne peut pas essayer de... Et en fait, il y a un double problème que tu soulevais, Lucile. D'abord, la disponibilité, c'est vrai, parce que la charge mentale, les enfants, etc. Beaucoup de femmes disent samedi 20h, c'est pas très pratique, je suis avec les enfants, etc. Je connais un homme, j'en parlais avec Fanny, Gallagher Fenwick, il refuse les invitations parce qu'il amène sa fille à la guitare 2 fois par semaine. Mais il est un peu une exception quand les femmes ont plutôt l'agenda familial à gérer et ça les empêche de se rendre disponibles. Et puis, il y a le syndrome de l'imposteur, enfin, je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est vrai que vous êtes invité sur un plateau sur LCI, par exemple, sur un sujet précis que vous connaissez par cœur. Je sais pas, le nucléaire, Héloïse Fayet, les relations franco-américaines, Indiane. Ce sont des femmes qui étaient dans nos programmes, qui d'ailleurs étaient dans nos programmes. Marion Buchet sur les questions de défense. Elles sont parmi les meilleures spécialistes de ces sujets. Donc, elles ont acquis une espèce, aussi parce qu'elles sont passées le programme, de confiance, et elles viennent en confiance délivrer leur expertise. Mais vous avez aussi beaucoup de femmes qui disent « Ah oui, mais attendez, ça, je ne l'ai pas vraiment bossé. En fait, ce n'est pas tout à fait le sujet de la thèse que j'ai écrite. Donc, vous êtes sûr ?»
il semble que les hommes hésitent un peu moins à venir sur des sujets qu'ils maîtrisent pas tout à fait, et ils se disent c'est les pas tautologues. Les tautologues, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Et juste une anecdote qui dépasse un peu le cadre des invitations sur les plateaux, mais il se trouve que de temps en temps je donne des cours dans des écoles de journalisme, notamment en radio, parce que je viens du monde de la radio, et je me souviens d'une promo où il y avait une jeune journaliste. Enfin, la promo était vraiment très bien, ils étaient forts, mais il y en avait une qui vraiment manquait de confiance en elle, et il y avait un jeune journaliste qui présentait les journaux à côté, qui lui se la pétait grave, quoi. Enfin vraiment, il arrivait, il imprimait pas son journal, il faisait en impro, mais j'ai même pas besoin d'imprimer, j'ai tout en tête, etc. Et je me souviens, j'étais allé voir cette jeune journaliste, je dis, t'es aussi bonne que lui, mais pète-la toi un tout petit peu plus. Alors, lui, il se la pète trop, mais toi, tu te la pètes pas assez. Aie confiance en toi. Regarde-le, lui, il arrive, les bras croisés, il présente son journal. C'est trop, c'est pas bien, mais toi, il faut que tu montes le curseur, que tu as confiance en toi. Et depuis, elle a fait une très belle carrière. Elle est journaliste, correspondante à Londres pour la radio publique. Elle a fait une super carrière. Mais elle arrivait à l'école à 20 ans avec un manque de confiance totale en elle, et elle était écrasée par, en l'occurrence, ce garçon que je ne citerai pas, qui lui écrasait tout le monde de sa confiance en lui. Donc je trouve que c'est important de se la péter un minimum, sans être prétentieux, sans être, enfin voilà, sans écraser les autres, mais juste se dire, bah ouais, je suis bonne, je connais mon métier, je connais mes compétences, et voilà, il faut essayer de dégager cette confiance, je pense. Fabienne Arata, on en parlait lorsque nous préparions cette table ronde. De quelle manière les femmes doivent utiliser les réseaux? Vous disiez, il ne faut pas toujours dire oui non plus, parce que c'est vrai que nous, le message que nous portons auprès de ces experts, c'est de dire répondez oui. Parce que moi, quand j'ai des journalistes, et effectivement, je fais des baromètres tous les mois qui viennent me voir, oui, mais tes expertes, elles sont sympas, mais elles nous ont encore dit non. Donc vous dites, il faut avoir le oui, mais avec discernement, quoi. Oui, absolument. Avec discernement. Alors effectivement, pour construire sa visibilité, probablement qu'au début, et les chiffres que vous partagiez tout à l'heure, Christelle, en sont le reflet, il faut dire oui un peu plus systématiquement. Mais ensuite, rendre sa parole rare, peut-être également un argument, parce que c'est important en termes de visibilité et d'appréciation. Et puis, dire oui avec discernement, parce qu'on a tous, pour des tas de raisons, et en particulier celle que Lucille évoquait, une bande passante limitée. Et dire oui avec discernement, ou en tout cas apprendre à dire oui avec discernement, c'est valable pour pouvoir accepter un plateau, mais c'est valable également dans sa vie professionnelle. À partir du moment où je dis oui à tout, à toutes mes tâches opérationnelles, de fait, j'ai plus le temps pour aller en plateau. Donc voilà pourquoi mon oui avec discernement. Alors on voit de plus en plus de dirigeantes aujourd'hui qui postent sur LinkedIn notamment. Est-ce qu'elles sont des rôles modèles aussi? Elles peuvent être des rôles modèles pour les autres femmes? Absolument, elles sont des rôles modèles. Alors c'est le programme Top Voice que certaines d'entre vous connaissent probablement. Je crois qu'il y a quelques Top Voice dans la salle ou qui l'ont été. Donc, ils sont des rôles modèles. Un petit conseil également, en tout cas moi, ça m'a aidé à titre personnel, c'est que pour dépasser ce syndrome du manque de légitimité ou ce syndrome de l'imposteur, dites-vous en permanence que vous pouvez aussi être un rôle modèle, qu'en prenant la parole, vous allez donner à d'autres et vous allez commencer de construire cette chaîne de solidarité professionnelle dont on a besoin. Parce que sans cette solidarité-là et sans être rôle modèle pour des jeunes filles, pour des étudiantes, pour des pairs, pour des collègues qui n'ont pas encore eu la chance d'être dans cette nature de programme, vous êtes aussi un rôle modèle. Et en tout cas, c'est une manière de dépasser son anxiété. Si je ne le fais pas pour moi, ce qui peut être le propos de certains hommes, je le fais pour les autres. Lucille, est-ce qu'il faudrait changer les règles dans les entreprises, puisque c'est ce que vous dites aussi, changer les règles? Oui, il faudrait changer beaucoup de règles. Et il faudrait changer notre rapport au temps. Il faudrait changer aussi notre rapport à l'autopromotion, qu'on n'ait pas à devoir se mettre en avant, être son propre agent, son propre commercial, son propre négociateur pour obtenir ce qu'on mérite. Il faudrait changer du coup aussi les règles de promotion. Il faudrait aussi changer la façon dont on valorise la parole des femmes et les métiers féminins aussi. Parce qu'on a tendance beaucoup à parler des inégalités de salaire en disant que
les femmes ne demandent pas assez d'augmentation ou qu'elles sont plus souvent à temps partiel pour leurs enfants. Alors d'ailleurs, c'est faux. La raison majoritaire invoquée pour justifier des temps partiels, c'est que c'est le seul type de contrat qu'elles ont trouvé. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est aussi que les métiers majoritairement faits par des femmes sont sous-valorisés, la pénibilité est sous-reconnue, les responsabilités sont sous-estimées aussi, la participation à la performance de l'entreprise est aussi sous-estimée. Ça, on le voit dans les grilles de classification. Alors bon, en général, quand on dit grille de classification, tout le monde a envie de quitter la salle et se dit là, ça devient trop technique, je comprends plus rien, mais c'est vraiment ce qui donne une photographie des métiers. On voit que tout ce qui est majoritairement fait par les femmes est sous-estimé. Donc en fait, il faut changer les règles du jeu sur plein de niveaux, à la fois en matière de conciliation vie privée, vie pro, mais aussi, je pense, là, sur notre sujet, sur la façon dont on accueille les voix des femmes et ce qu'elles disent. Parce que vraiment, il y a nombre d'études qui l'ont montré, on nous coupe plus souvent la parole, ou aussi en réunion, y compris entre femmes, les idées que vont apporter certaines femmes ne vont pas être autant cultivées. On ne va pas en reparler à la réunion d'après, ça ne va pas générer autant de questions, ça va beaucoup plus être mis sous le tapis. Et ça, c'était des collaboratrices de Barack Obama qui avaient dit qu'en réunion, elles avaient un peu passé un pacte entre elles en se disant on se serre les coudes, à la prochaine réunion, je ramène ton idée sur la table, même si je ne suis pas d'accord. Vous ne pensez pas que ça change au niveau des jeunes générations quand même ? Moi, je pense que ça change très lentement, mais pas tellement. Il y a quelque chose aussi qui vient nourrir ce sentiment d'illégitimité, c'est qu'on connaît mal l'histoire du travail des femmes. Et ça pèse aussi au moment de prendre la parole, parce qu'il y a cette charge d'exemplarité. On nous dit que ça fait pas longtemps qu'on travaille, et on nous répète tout le temps que les femmes sont très minoritaires, qu'il n'y a pas assez de femmes et tout. Donc quand c'est à nous de prendre la parole, on a l'impression qu'on doit défendre l'honneur de notre genre. C'est très pressurisant. Et on a toujours l'impression qu'on doit montrer qu'on est aussi capable que les hommes, qu'on doit... démontrer son expertise et justement être un rôle modèle. Alors c'est très bien d'être un rôle modèle, mais parfois c'est vrai que ça peut être une forme de charge supplémentaire. En réalité, les femmes ont toujours travaillé. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas assez, qu'on ne nous enseigne pas. Quand on regarde dans les manuels scolaires, on a l'impression que tout a été construit et décidé par des hommes. Les femmes ont toujours travaillé. Elles étaient institutrices, agricultrices. C'était toutes celles qui géraient le propre et le sale. C'était toutes les ouvrières de l'industrie textile. Et alors, juste pour vous donner un chiffre à retenir, avant la Première Guerre mondiale, donc avant qu'elles remplacent les hommes dans les usines d'armement, les femmes représentaient 30% de la population active, ce qui n'est pas rien quand même. Et ce chiffre, on sait qu'il sous-estime le travail des femmes, parce que le travail des femmes est toujours passé sous les statistiques. Et si on change un peu ce récit-là aussi, si on arrête de nous dire que ça fait pas longtemps qu'on travaille, qu'on est des débutantes qui doivent encore faire leurs preuves, moi je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Parce qu'on se dit qu'en fait, on a toujours été là, on a toujours participé au progrès, à la croissance, à la construction d'un pays, à la construction de l'histoire. Et ça change vraiment le mindset qu'on peut avoir tout simplement en arrivant sur un plateau télé et de se dire en fait, j'ai toujours été là et je suis légitime. Bravo. Grégory, sur LCI, on parlait, est-ce qu'on leur coupe plus souvent la parole aux femmes ? Est-ce que tu le constates, ça ou pas ? Est-ce qu'elles ont moins de temps de parole ? Alors, on n'y est pas encore, hein, on mesure les temps de parole politiques, mais on ne mesure pas complètement tous les temps de parole de toutes les femmes qui interviennent sur nos plateaux. Mais est-ce que tu as ce sentiment qu'on leur coupe la parole ? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut couper la parole à Natacha Polony, Elisabeth Shepard-Selam, Marion Boucher qui a été pilote de chasse. Et si vous voulez, quand elle parle des avions de guerre, on ne va pas aller la chercher sur son terrain parce qu'elle connaît ça mieux que nous. Donc non, je ne crois pas. Enfin, j'ai jamais vécu ce sentiment sur un plateau, mais peut-être que ça a pu m'échapper. Après tout, je suis un homme. Mais non, mais de mansplaining et ça. Enfin, les femmes qu'on a sur LCI sont des personnalités, des expertes qui connaissent très bien leur sujet. Alors, ça sort un peu de mon domaine, mais si vous voulez, Arlette Chabot, il n'y a pas grand monde qui lui coupe la parole quand elle fait un développement politique, quoi, vu l'expérience qu'elle a, etc. Donc, honnêtement, j'ai jamais ressenti ça, mais je serai plus vigilant et je te dirai l'année prochaine si je constate ce genre de choses ou pas. Et j'ai une autre question. Est-ce que c'est plus difficile de trouver des femmes lorsqu'il y a des grands entretiens ? Oui, oui, ouais. Un peu. Ouais. Pour quelle raison ? Alors,
je pense que là aussi, c'est sans doute peut-être chez des invitées féminines un sentiment, ah oui, une demi-heure toute seule face à Darius, je ne sais pas. Il y a Thierry Breton qui vient régulièrement. Alors Fanny est dans la salle avec qui on fait ça. Jean-Michel Apathy, par exemple. Enfin, j'en sais rien. Une demi-heure face à Darius, il faut. Enfin, là encore, c'est costaud, quoi. Elles se sentent pas légitimes de venir pour une demi-heure. Ouais, je pense qu'il y a sans doute ce gap à franchir en disant sur un plateau choral. C'est sans doute un peu plus simple et je peux venir apporter mon expertise. Quand je suis seul face à un présentateur expérimenté comme Margot Haddad ou Darius Rochebin, c'est un exercice, c'est vrai, qui est plus difficile. Donc il y a sans doute un peu un frein à y aller, à mon avis. Et comment changer ça ? En les invitant plus peut-être, les habituant plus à faire des plateaux dans des émissions où elles sont en débat et pas en entretien individuel. Oui, et puis en leur proposant parfois d'être là en majesté, comme on dit. Enfin, vous savez, il y a le plateau choral, c'est quand vous êtes à 3 ou 4, et puis en majesté, c'est quand vous êtes seul face à la table. Donc oui, il faut qu'on travaille là-dessus aussi, c'est évident. Sur LinkedIn, les femmes, elles font quel type de postes ? Est-ce que c'est des postes plus personnels ? Est-ce que c'est des postes plutôt professionnels ? Elles font quoi comme postes, les femmes ? Elles font tous les types de postes, beaucoup de postes d'expertise, donc des articles longs, beaucoup de formats newsletter également, qui permet d'avoir une ligne éditoriale qui leur soit propre. Ce qui est important lorsqu'on communique sur LinkedIn en particulier, c'est de communiquer de manière à partager encore une fois une analyse, à décrypter une tendance de fond ou une actualité. Et elles le font souvent avec énormément de clarté, donc elles vont être moins dans la réaction de posts d'autres, moins dans le commentaire instantané. Et donc ce format long leur correspond bien. En revanche, pour travailler sa visibilité, il faut travailler tous les formats. Et donc, effectivement, on recommande 2 posts environ par mois. C'est la bonne régularité sur un point de vue, sur une analyse, sur une conviction. Mais il faut également, encore une fois, travailler son audience, travailler ses réactions. Et donc, parce que je vais régulièrement commenter le post de tel ou tel expert, liker telle ou telle communauté sur mon métier, sur mon industrie, sur un point de vue, forcément mon audience va grandir et lorsque je vais poster, je vais être plus visible. Et donc l'ensemble des formats s'entretient. Donc je les inviterai à se décentrer et à pouvoir utiliser toute la palette des formats en fonction du sujet, de l'actualité, de ce qu'elles veulent faire, pour justement, encore une fois, travailler leur audience. Et avez-vous pu mesurer justement l'audience ? Est-ce qu'elle est différente de celle des hommes ? Alors, différente en termes qualitatifs, non, on ne la mesure pas. En revanche, en termes quantitatifs, oui, parce que de fait, elles ont un réseau quantitativement inférieur à celui des hommes aujourd'hui, bien que leur poste progresse. Et donc là, il faut solliciter des relations, les entretenir sur la durée, et puis, encore une fois, montrer son intention sur un centre d'intérêt, sur un sujet, et être également dans le don, dans le partage de son commentaire, dans son expertise. Ne pas hésiter à dire et à débattre. Pour revenir sur ce que vous évoquiez, Grégory, elles ont peut-être parfois une certaine retenue à aller au combat et à débattre. Une question à vous trois pour finir. Donc, qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui à toutes ces expertes qui sont dans la salle et toutes celles qui viennent aussi sur les plateaux ou qui postent sur les réseaux pour qu'elles aient plus de visibilité ? Si vous aviez un conseil à leur donner. Qui commence ? Lucille ? Allez, j'y vais. Moi, j'ai envie de dire un truc peut-être un petit peu provoquant, mais en fait, c'est de se dire, si j'y vais pas, qui y va ? Et vous voyez, moi, souvent, quand je parle aux femmes, parce que je fais aussi du coaching, je fais des conférences en entreprise, donc je suis beaucoup en train de parler et d'écouter les femmes me parler de leur vie professionnelle. À chaque fois qu'on parle de ce collègue qui en fait 2 fois moins, mais qui parle 2 fois plus et qui gagne 2 fois plus, tout le monde voit de qui je parle.
En général, ils s'appellent Quentin ou Benoît. Voilà. Il y a des petites variantes. Désolée pour les Quentin et Benoît dans la salle. Et en fait, tout le monde connaît cette personne qui en fait beaucoup moins, mais qui récolte plus de lauriers. Et que ce soit quand on prend la parole ou même juste quand on travaille, se dire, en fait, si moi je ne prends pas la place, qui va la prendre ? Ça ne veut pas dire que ce sera forcément quelqu'un de totalement incompétent. Voilà, ça peut être quelqu'un de très compétent, mais moi aussi, en fait, je suis compétente. Si j'ai tel diplôme, si j'ai travaillé sur tel sujet, j'ai mené telle recherche, je suis capable et je dois y aller. Donc c'est aussi ça, de se dire, en fait, il faut aussi occuper l'espace et il ne faut pas s'excuser d'être là et de partager son savoir et de se dire, voilà, si moi, j'y vais pas, ça va être Quentin ou Benoît, donc j'y vais. Fabienne. Alors moi, je vais construire sur ce que Lucille, tu viens d'évoquer. Si moi, j'y vais pas, qui va porter ma conviction ? Qui va contribuer au débat public ? Qui va faire en sorte que ma voix compte dans la démocratie ? Qui va faire en sorte que, en tant que citoyenne, on puisse progresser ? Et à l'extrême, si Benoît et Quentin portent une conviction qui m'est chère et la portent correctement, ça m'est un peu égal qu'ils y aillent. Par contre, s'ils portent des idées qui ne me correspondent pas ou sur lesquelles je souhaite débattre et m'affirmer, alors j'y vais. Donc, moi, ma recommandation, c'est ne pas chercher pour la visibilité, ne pas non plus chercher la visibilité en contre, mais y aller pour des idées qui vous sont chères. Grégory, tu auras le mot de la fin. Alors, sur nos plateaux, on a Quentin, on a un Benoît. On a Xavier. Oui, on a Xavier, mais j'ai aussi Magali, Sylvie, Elisabeth. Donc, je pense que c'est important qu'on tende vers cette parité, parce que c'est juste une question d'égalité. Et c'est juste mon mantra qui est un peu concon, mais pétez-la-vous, quoi. Pétez-la-vous un tout petit peu, autant que les hommes. C'est ton conseil. Et en plus, après, il y a une notion qu'on n'a pas évoquée, mais je trouve que... à partir du moment où vous avez goûté à cet exercice de venir sur les plateaux, c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que d'abord ici on est très accueillant. Non mais c'est vrai, vous arrivez sur le plateau, les présentateurs vous accueillent bien, etc. Et d'avoir pu développer une idée, une expertise, d'avoir pu expliquer quelque chose. Parfois on fait 1 heure sur un sujet, alors sur un plateau à 4, mais quand vous avez réussi pendant 1 heure à être intelligente et à dire des choses intéressantes, vous sortez. C'est une vraie satisfaction. Enfin, moi, je sais que sur les sujets sur lesquels je suis un peu spécialisé, les États-Unis, etc., je suis ravi d'être invité à des émissions ou sur LCI ou sur TF1 ou même parfois dans d'autres médias parce que c'est des sujets qui me passionnent, qui me font kiffer. Et à la fin de l'entretien, j'ai pris du plaisir à partager mes connaissances. Donc la notion de plaisir est importante aussi. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que sur LCI, il y a autant de chroniqueuses que de chroniqueurs, autant de présentateurs que de présentatrices. Sur ce point-là, on est arrivé à la parité. Exactement. Depuis pas mal de temps. Allez, sur Il les y a invités, encore quelques efforts à faire sur les invités, mais on va y arriver. Merci à tous les trois pour cette table ronde. Et donc, vous aurez la chance, pour la promo 6, d'avoir des conseils sur LinkedIn, puisque ce sera la nouveauté aussi de ce programme, puisqu'on a rajouté donc des ateliers sur la voix avec Sophia et également des ateliers sur LinkedIn. Alors, avant de présenter, puisqu'on l'attend tous et toute cette promo numéro 6, je voudrais vous donner quelques chiffres, puisque je vous le disais, on tient des baromètres mensuels, et moi je suis là pour pousser les rédactions chaque mois quand les chiffres repartent à la baisse, parce que si on ne compte plus, les femmes ne comptent plus, ça... Je vois Brigitte Grésy dans la salle qui ne me dira pas le contraire, puisqu'on a travaillé ensemble depuis 1996 sur ce sujet-là. Donc nous devons compter, et c'est ce que disait la ministre, à un moment donné, nous devons mesurer. Si on ne mesure plus, les chiffres partent à la baisse et nous, on le constate tous les jours. Donc on compte tous les mois. Et cette année, en 2026, et d'ailleurs l'ARCOM aussi publie en général des chiffres. Je crois qu'il y a Laurence Péco-Rivolier qui est là aujourd'hui de l'ARCOM. Et donc il y a l'autorité donc, de l'audiovisuel qui nous demande des chiffres chaque année, qui les publie en général le 8 mars. Donc nous comptons les experts sur nos plateaux depuis 1996 et pour 2025. Donc...
Nous sommes arrivés au chiffre de 59% d'expertes en invités sur les JT, invités plateau. Donc, on est beaucoup plus haut qu'en 25. Et on compte également les expertes dans les reportages, même si l'ARCOM nous ne demande pas ces chiffres-là, mais on a mis ces baromètres complémentaires pour savoir s'il y avait autant de femmes que d'hommes dans les reportages. Parce que souvent, quand vous demandez au public de savoir s'ils ont vu autant de femmes que d'hommes sur les antennes, le ressenti est de dire à chaque fois, bien sûr. Et quand vous comptez, on est loin du compte parfois. Donc là, ça y est, on est arrivé à parité. Et cette année, on est aussi à 50%. Donc ça fait depuis 3 ans que nous sommes à la parité, en tout cas dans les JT, sur les plateaux et dans les reportages pour TF1. Je vais accueillir maintenant la marraine d'honneur, puisque nous avons chaque année une marraine d'honneur pour ces promotions d'expertes. Et cette année, donc, c'est une marraine d'exception que nous avons. Cette marraine, vous la connaissez, elle fait partie aussi des nouvelles voix. Elle a été révélée, et vous l'avez certainement entendu durant les JO, au Grand Palais. Elle a fait vibrer nos cœurs, je pense. Et cette personne, elle est avec nous aujourd'hui. Je vous propose d'écouter quelques notes, et puis on va la retrouver juste après. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Voilà, je vous demande d'applaudir Axel Saint-Cyrel. Merci vraiment, Axel, d'être avec nous ce soir. En vous écoutant, là, ça donne la chair de poule, ça nous fait vibrer, puisque c'était, vous avez interprété la Marseillaise pour la cérémonie des attentats du 13 novembre, la cérémonie en hommage aux victimes des attentats. Donc ça nous avait encore fait donner la chair de poule. Axel, merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais vous demander pour quelle raison vous avez accepté d'être la marraine d'honneur de cette nouvelle promotion d'Expertes à la Une. Alors, j'ai accepté d'être parmi vous ce soir parce que du jour au lendemain, ma vie a complètement changé. J'ai dû prendre la parole, sachant qu'en temps normal, je la prenais sur scène, donc en voyant beaucoup moins de visages que je peux les voir tout de suite. Et j'ai eu une certaine position et j'ai dû représenter une partie de la population, et il a fallu que je m'entraîne à prendre la parole, cette fois-ci non pas en tant que personnage sur scène, mais en tant que personne qui veut porter des messages forts dus aux Jeux Olympiques. Et après, on m'a rappelé aussi pour la cérémonie des attentats, on ne peut pas dire l'hommage. En hommage aux victimes des attentats. Alors, vous êtes devenu une personnalité interrogée, vous êtes sur les plateaux, télé, on vous interroge. Et comment vous avez géré cette déferlante, on va dire, médiatique après les JO, puisque vous avez été invité un petit peu partout? Comment vous l'avez géré? Alors, assez bien, puisque je suis quelqu'un de très, très rationnel. Je sais qu'il y a et la scène et la télé, en fait. Ce sont 2 exercices complètement différents. On a parlé tout à l'heure du syndrome de l'imposteur que je n'ai pas ressenti parce que je me suis dit que j'étais complètement à ma place, que je savais que j'avais été sérieuse et dans mon travail et dans mes recherches musicales, pour le coup. Et je me suis dit, comme on l'a dit pour clore votre échange, que si je ne prenais pas la parole, qui le ferait et qui aurait autant d'expérience, autant d'histoire pour porter un message pour lequel j'avais de l'énergie. Donc voilà, j'y suis allée de façon très rationnelle, en sachant que j'allais faire des erreurs aussi, puisque quand on prend la parole, qu'on n'a pas forcément de média training, que ça nous arrive du jour au lendemain, qu'on n'a pas une personne pour nous représenter, en fait, il faut y aller. On y va lentement, en posant sa voix, en ayant des idées, en les écrivant sur des bouts de papier, en essayant de ne pas se tromper. Mais de toute façon, à partir du moment où on existe, on va être jugé. Déjà, il faut poser ça là. À partir du moment où on est une femme, qu'on prend la parole, on va avoir quelque chose à dire, que ce soit intéressant ou pas. Donc il faut être confiant dans le fait qu'on est la bonne personne
Et après, on peut faire preuve de discernement et dire oui ou non et ne pas tout accepter sans réfléchir. Voilà. Vous me disiez tout à l'heure, Axel, lorsque vous êtes arrivé, c'est vrai qu'il y a énormément de journalistes qui sont venus me voir, qui m'ont posé des questions, et ils me posaient des questions plus sur mes cheveux plutôt que sur le chant, en fait. C'est insupportable. Alors, il faut savoir... Enfin, j'étais scotchée. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Il faut savoir qu'au moment où il y a les Jeux Olympiques, on m'appelle, ça fait déjà 20 ans que je chante. Donc, 20 ans à apprendre à chanter dans, j'ai calculé la dernière fois pour me faire rire, dans 11 langues. À faire une pratique instrumentale, à gérer le track, savoir incarner un personnage, savoir que la vie est différente de la scène, qu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, la vie personnelle, la vie de travail. Et en fait, au moment où il y a eu les Jeux Olympiques, c'était important d'en parler, mais on m'a posé plus de questions sur mes cheveux et sur le fait d'être une femme noire plutôt que sur mes compétences. Et donc, il faut savoir aussi, grâce au Media Training notamment, savoir se servir d'une question pour rebondir sur ceux qui nous intéressent. Et dans les formats courts ou moins courts, on en parlait tout à l'heure, le format podcast, c'est génial puisqu'on a le temps d'élaborer. On sait qu'on a tout un temps sur lequel on va pouvoir développer une idée. Mais quand on nous appelle à la radio les unes après les autres et qu'on a 3 minutes, dont 40 secondes d'extrait avec 2 questions et qu'on est au téléphone dans un parc parce qu'on n'a pas le temps puisqu'on est en transit, voilà, il faut savoir rebondir et faire passer le message qui nous intéresse. Et ça s'apprend aussi. Et vous avez la chance d'être suivi. Donc, voilà, je suis très excitée pour vous. Ça va être fantastique. Voilà. Et quels conseils vous pourriez leur donner donc à ces expertes ? À partir du moment, à mon humble avis, vraiment, j'ai entendu les profils différents tout à l'heure. C'est vraiment très impressionnant. À partir du moment où vous avez fait le choix d'exercer le métier que vous exercez, vous avez déjà franchi une certaine ligne, que ce soit dans vos familles, dans les choix que vous faites, dans les visions qu'on peut mettre sur qui vous êtes et ce que vous représentez. Il ne faut pas négliger l'importance visuelle que votre présence aura. En fait, c'est très bien d'être une experte, mais c'est important aussi de prendre de la place visuelle, notamment dans les médias, puisqu'on est visualisé par énormément de monde. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et savoir que vous êtes experte et que vous pouvez devenir le visage d'un certain corps de métier, c'est important. Vous allez pouvoir inspirer et les personnes qui étaient avant vous, qui n'osaient pas prendre une certaine place, et les personnes qui vont venir après vous, que vous allez potentiellement inspirer. Voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup pour ces conseils, Axel. Merci. Vous allez rester avec moi parce que nous allons accueillir donc la promo numéro 6. Alors, il n'y en a pas 20 aujourd'hui, elles sont 16. Il y a 4 absentes qui n'ont pas pu venir nous rejoindre aujourd'hui, mais il y en a 16 et nous allons les présenter ensemble. Axel, elles vont arriver sur scène. Mesdames, c'est à vous. Alors chaque année, nous sommes impressionnés par les CV. C'est ce que me disait tout à l'heure aussi Axel Saint-Cyret en me disant « Mais je suis impressionné de voir tous ces parcours. » Mais en fait, le sien impressionne tout autant, je pense. Donc chaque parcours impressionne celui de l'autre, etc., etc. Donc ne soyez pas impressionnés, mesdames. Je vais vous demander de vous présenter, de présenter en tout cas votre expertise. Je vais donner vos noms et vous nous direz rapidement quelles sont vos expertises et je donnerai qui est le nom de votre parrain ou de votre marraine. Certains sont dans la salle, ils se lèveront s'ils sont là, mais nous avons aussi des absents et on va commencer par vous, Doria Alexandra. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je suis consultante, formatrice et coach business auprès des distributeurs automobiles sur des thématiques de performance commerciale, des vendeurs en l'occurrence, la transition énergétique et la mixité dans ce milieu qui a bien besoin des femmes. Et donc, vous pouvez l'applaudir. Votre parrain Arsène Gay, qui est dans la salle, je crois, qui est journaliste au service éco, il est tout en haut. Ce sera votre parrain. Très bien. Et vous le verrez tout à l'heure. Gabriella Belaïd.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis spécialisée dans le numérique, la cybersécurité et l'intelligence artificielle, mais je suis également cofondatrice d'une start-up en intelligence artificielle associée aux neurosciences et aux sciences cognitives, et je préside Centrale Supélec au féminin. Bravo. Donc, votre parrain est dans la salle, je crois. Il est journaliste au service société. C'est David Desarrojo. David, il est là. Il est tout en haut. Vous le verrez tout à l'heure. Rachel Bellone. Bonsoir, je suis chargée de recherche à l'Institut Pasteur. Je travaille sur les virus transmis par les moustiques et actuellement je pilote un projet sur le moustique tigre et le risque d'émergence de virus liés à ce moustique en France. Bravo. Et donc, vous aurez comme marraine Camille de Froment, qui est rédactrice en chef, qui est dans la salle. Camille également, je crois, qui est tout en haut, rédactrice en chef de la matinale. Caroline Brandao. Bon, on reviendra ensuite en arrière. Alors moi, je suis humanitaire et enseignante en droit des conflits armés. Ma spécialité, c'est la guerre. Voilà, c'est dit. Et donc, vous avez comme parrain Michel Scott, qui est dans la salle aussi, qui est grand reporter chez TF1. Donc, je pense que vous allez vous y retrouver tous les deux. Alors, Clotilde Beaumont. Bonjour. Alors, moi, je suis docteur en géopolitique des technologies numériques et je suis responsable de la recherche pour tout ce qui est numérique et cyber à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Bravo. Vous aurez comme marraine Géraldine de Noël, qui est chef du service News, mais qui, je pense, est sur le pont, là, parce qu'il y a un petit journal en même temps. Donc, on vous donnera son numéro, vous pourrez la contacter ensuite. Ensuite, Siam Shker. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis docteur en économie de la santé et ma spécialité, c'est l'évaluation des répercussions économiques des nouvelles stratégies de santé et également docteur en sciences de l'éducation. Voilà, merci. Et vous venez de Nîmes, c'est ça, parce que les expertes ne sont pas toutes parisiennes et nous y tenons à ce qu'il y ait des expertes qui viennent de toutes les régions de France. Et donc, votre parrain, il est dans la salle, Olivier Lortios, voilà, qui est en haut aussi et qui est chef du service société. Marine Colli. Bonsoir. Moi, je suis spécialiste des politiques agricoles. J'analyse la manière dont l'évolution des politiques publiques impacte la transition écologique nécessaire du système agricole. Et vous aurez comme marraine Tiffaine Leproux, qui est journaliste au service Éco, mais qui n'est pas là ce soir. Si ? Ah ! Donc elle est là. Super. Hélène Combe. Bonsoir, je suis directrice de recherche au CNRS. Je suis spécialiste des transformations des sociétés politiques en Amérique latine et actuellement, je dirige un projet de l'Agence nationale de la recherche avec 12 collègues sur les questions de controverses électorales. Et donc, votre parrain, vous l'avez vu tout à l'heure, mais il est parti se coucher, c'est Jean-Baptiste Boursier. Fleur d'Argent. Bonjour à tous, Fleur d'Argent, maître de conférences en droit public. Je suis spécialisée en droit constitutionnel institutionnel, notamment les institutions de la Ve République, donc j'ai beaucoup de travail en ce moment. Et je travaille également sur les questions de droit constitutionnel en Outre-mer. Je vous remercie. Votre parrain sera Quentin Fichet, journaliste au service société. Quentin, je crois, là pour le coup, qu'il n'est pas là, Quentin. Un Quentin. Mais vous verrez, il est très sympa. Très, très sympa, Quentin. Anissa Doumi. Bonsoir à tous. Donc, je suis avocate au barreau de Paris et j'interviens principalement en droit pénal et en droit routier. Donc, j'ai le plaisir de défendre des conducteurs qui ont le plaisir aussi de recevoir leur contravention routière et qui ont le malheur de commettre des délits routiers. Voilà. Et votre parrain sera Laszlo Gelabert, qui n'est pas là parce que je crois qu'il est sur le terrain. Laszlo, c'est un journaliste du service News. Donc je pense qu'il aura aussi affaire avec vous, au service News. Charlotte Hemlinger.
Non, ce n'est pas non, moi. Charlotte n'est pas là, pardon. Charlotte, elle fait partie des expertes qui ne sont pas là ce soir. Charlotte, elle est économiste et elle est analyste du commerce international et elle aura comme parrain Christophe Abel, qui lui est dans la salle, je crois, et qui est journaliste au service éco. Candice François. Oui, là c'est moi. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis docteure en neurosciences, experte en études de marché et cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Aigonogo. Et je décrypte pourquoi nos choix, notamment de consommation, ne sont pas toujours rationnels et comment nos émotions façonnent nos décisions au quotidien. Et vous aurez comme marraine Roxane Sigula, qui est journaliste au service éco, mais qui n'est pas là ce soir, pour raison de vacances, je crois. Je vous dis tout. Céline Gimet. Non, Céline Gimet est absente. Donc, elle est professeure en finance et économie internationale à l'IEP d'Aix-en-Provence et chercheuse au sein de l'AMC. Elle n'est pas là. Et son parrain sera à Céline, je vais la retrouver, Caroline Hervy, qui n'est pas là et pour cause, parce que c'est la rédactrice en chef du 20h. Donc voilà. Emmanuel Maître. Bonsoir, je suis chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique et je travaille sur les questions de dissuasion nucléaire, non-prolifération et maîtrise des armements. Et vous aurez comme marraine Margot Haddad, qui est dans la salle. Margot ? Oui, elle est là, Margot, qui est donc journaliste, présentatrice sur LCI. Fatima Moussaoui, elle n'est pas là non plus ce soir. Elle est docteure en sécurité internationale, chargée de l'enseignement à l'IEP de Saint-Germain-en-Laye, spécialiste du Moyen-Orient. Et elle aura comme marraine Fanny Mailleux, qui est dans la salle, qui est journaliste. Et c'est la responsable, Fanny, il faut la repérer, responsable de la cellule invitée dont parlait Grégory tout à l'heure, de LCI. Donc c'est elle qui appelle et qui gère toutes les invités sur LCI, Fanny. Marim Sika Razan, j'espère que je prononce bien votre nom. Tout à fait. Bonsoir à tous. Moi, je suis docteur en médecine générale, Je suis soignante de terrain à Paris. Je suis aussi engagée en tant que responsable du centre de santé sexuelle de l'hôpital des Bluets. Et je suis très militante pour un accès aux soins inclusifs de toutes les personnes qui nécessitent des soins en santé. Et je suis aussi membre du comité médical et du comité de mission de Doctolib. Et vous aurez comme parrain Romain Gouachon, journaliste au service société, mais qui n'est pas là ce soir. Gaëlle Pantin-Soyer. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis docteur en sciences de gestion, professeur à l'Université d'Angers et je suis spécialiste des comportements de consommation responsables, à la fois dans le secteur alimentaire et dans le secteur numérique. Et vous aurez comme marraine Marie-Sophie Lacaro, donc journaliste et présentatrice du JT de 13h, mais qui là, pour le coup, est en vacances puisqu'elle est remplacée par Isabelle Iturburu. Marianne Renaud. Oui. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis consultante indépendante avec une grande expérience aéronautique pilotée et maintenant spécialiste drone. Drone multimilieu, c'est-à-dire drone aérien, de surface et sous-marin, et robots terrestres, et anti-drone, étant donné l'actualité. Voilà. On va avoir besoin de vous. Et votre marraine est Charline Hurel. Et Charline, je crois qu'elle n'est pas là. C'est une journaliste du service News et qui s'occupe aussi de la défense. Laure de Roussy Rochegonde est absente. Laure, elle est là, voilà, elle est directrice du Centre géopolitique des technologies de l'IFRI. Et Laure, sa marraine est absente, c'est Anne-Claire Coudray aussi, qui est présentatrice du JT le week-end. Et c'est un peu son jour de repos aussi aujourd'hui, puisqu'elle travaille quand même tous les week-ends. Il faut qu'elle s'occupe aussi de ses enfants. Voilà. Et puis Marie-Anne Velti-Ramex. Bonsoir. Donc, moi, je suis professeure de médecine en virologie. Je dirige une unité de recherche qui travaille sur le virus de la bronchiolite du nourrisson et le Centre national de référence des virus respiratoires à l'Institut Pasteur, donc qui s'occupe de la surveillance de la grippe, du Covid pour la France Nord. Et vous aurez comme marraine Caroline Philippe, qui n'est pas là ce soir, mais qui est journaliste. Si, Caroline, elle est là. Ah ouais. Caroline, tu es où ? Elle est là, donc Caroline, qui est journaliste au service société et spécialiste de la santé. Je crois que ça y est, j'ai terminé, je n'ai oublié personne.
Merci beaucoup, mesdames. Je pense qu'on peut toutes les applaudir. Donc, je voudrais vous remercier d'être là ce soir. Je voudrais remercier les anciennes expertes. Je voudrais remercier également tous les journalistes de nos rédactions qui s'engagent pour ce programme, qui s'engagent pour vous accompagner aussi durant cette année. Je voudrais évidemment remercier Axel, notre marraine d'honneur de cette promo, avec laquelle vous aurez l'occasion d'échanger dans quelques mois et d'avoir une rencontre inspirante avec Axel durant 2 heures. Vous aurez également des ateliers de coaching avec Laurence Dilouya. Vous aurez des ateliers de média training. On l'a dit tout à l'heure, des ateliers pour avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Des ateliers avec Sophia Morgavi, qui va vous apprendre à chanter certainement, donc préparez-vous, hein. Ça va être le karaoké dans les ateliers, je pense, cette année. Voilà, et puis vous aurez des immersions dans nos rédactions. Bravo, mesdames, pour vos parcours qui sont impressionnants. J'espère qu'on va réussir à amplifier vos voix, même si certaines d'entre vous sont déjà sur les médias. Enfin, j'espère. Il y en a combien qui n'ont jamais fait de médias télé? Oui. Bon, quelques-unes, mais vous avez déjà répondu à des questions de journalistes, donc on va vous accompagner durant cette année. Vous allez rester avec nous parce qu'on va faire une petite photo. Ce que je voudrais vous dire, c'est que demain, nous vous enverrons toutes les photos de la soirée. Vous pourrez les diffuser, alors on va dire sur LinkedIn, hein, voilà, poster sur LinkedIn. Allez-y, lâchez-vous sur LinkedIn pour poster les photos. Merci LinkedIn d'être notre partenaire. Je voudrais également remercier un autre partenaire, c'est Zao. C'est grâce à Zao que nous avons été maquillés ce soir avec des produits bio, vegan, recyclables, etc. Donc merci à Gao d'avoir été notre partenaire sur cette soirée. Nous allons nous retrouver pour un cocktail au foyer. Donc je vous demanderai de repartir par les côtés pour vous rendre au foyer, mais vous pouvez rester avec nous puisqu'on va faire une photo et on se retrouve juste après. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, on fait une photo. Axel, au centre. Ah bah non, mais Elle nous regarde. Ah bah. Ça y est, c'est fait? C'est bon? Bon. Curtains barely move in the silence. Old records stacked by the wall. You laugh about a thing that you